Quand le téléphone a sonné à 1 heure du matin, ma première réaction n'a pas été la peur, c'était de la colère. De la colère contre cet appareil ancien qui insistait encore à fonctionner, contre ces appels qui arrivaient toujours au pire moment, de la colère contre moi-même, de ne pas avoir encore réussi à dormir correctement après toutes ces années. J'étais allongé dans le noir, fixant le plafond comme je le faisais toutes les nuits, quand la sonnerie stridente a déchiré le silence de l'appartement. Ma main a tâtonné sur la table de nuit jusqu'à trouver l'appareil. J'ai répondu sans rien dire, m'attendant simplement à entendre une voix mécanique proposant un crédit ou une de ces arnaques qu'ils essaient de faire aux gens de mon âge. Mais ce que j'ai entendu m'a glacé de l'intérieur. C'était la voix de mon fils, basse, un peu étouffée, comme si la ligne était mauvaise. « Papa, ouvre la porte. » Juste ça. 4 mots qui ont traversé ma poitrine comme une lame. Mon fils Théo est mort il y a 3 ans, une nuit pluvieuse d'octobre, quand il a perdu le contrôle de sa voiture sur l'A6 entre Lyon et Paris. J'ai vu le cercueil descendre. J'ai tenu la terre entre mes doigts avant de la jeter sur le bois verni. J'ai vécu chaque seconde des funérailles en ressentant le poids de cette absence. Et pourtant, à ce moment-là, avec le téléphone collé à l'oreille, tout mon corps voulait croire que c'était réel. Je suis resté figé dans le lit trop longtemps, le téléphone encore à la main, déjà muet. Le silence de l'appartement était si dense que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, le grincement lointain d'une canalisation, le bruit sourd de mon propre cœur. Je me suis levé lentement, les jambes tremblantes, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Chaque pas était un effort contre la raison, contre tout ce que je savais être vrai. Le couloir était sombre. Seule la faible lumière du lampadaire de la rue entrait par la fenêtre du salon. Quand je suis arrivé à la porte, je me suis arrêté. Ma main était moite, les doigts enroulés autour de la poignée, mais je n'arrivais pas à la tourner. Au lieu de cela, je me suis penché et j'ai regardé par l'œilleton. Ce que j'ai vu n'était pas net. La lumière du couloir était faible et la lentille déformait tout. Mais il y avait quelqu'un là. Une silhouette immobile, la tête légèrement inclinée, les épaules légèrement tombantes. Et c'est là que ma poitrine s'est vraiment serrée, parce que j'ai reconnu quelque chose que personne d'autre ne reconnaîtrait, la façon dont la personne se tenait, tout le poids du corps appuyé sur la jambe gauche, la droite touchant à peine le sol. Théo faisait ça depuis ses 12 ans, après s'être tordu la cheville en jouant au football au collège Pierre de Ronsard à Tours, où nous vivions avant que je sois muté à Lyon pour mon travail. C'était une habitude qu'il n'avait jamais perdue, une posture si caractéristique que je la reconnaîtrais n'importe où, même sans voir le visage. Je suis resté là, figé, regardant à travers cette petite lentille de verre, essayant de comprendre ce qui se passait. Ma respiration était irrégulière, trop rapide, et je sentais la sueur couler sur mon front. Ce qui me détruisait le plus n'était pas la peur d'ouvrir la porte et de trouver quelque chose d'impossible. C'était le souvenir qui est venu juste après, comme une avalanche. La dernière fois que j'avais vu Théo vivant, il était aussi de l'autre côté de cette porte. C'était une nuit d'août, 2 mois avant l'accident. On s'était violemment disputé. Une de ces discussions qui commencent petites et qui grandissent jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne exactement pourquoi ça a commencé. Il était venu me rendre visite sans prévenir, et j'étais fatigué, irrité par des problèmes au travail. Mon entreprise, une société d'analyse financière spécialisée dans les marchés européens, traversait une restructuration difficile. Mon poste de directeur adjoint était menacé et je passais mes journées à préparer des rapports pour justifier mon existence dans l'organigramme. Théo voulait parler de sa mère, de comment je gérais sa mort survenue 1 an plus tôt d'un cancer du sein foudroyant, mais je ne voulais pas en parler. Je lui ai dit de partir, de se calmer, de revenir un autre jour quand il serait plus serein. Il a claqué la porte en sortant et je suis resté ici à l'intérieur, convaincu que j'avais raison, qu'il devait apprendre à respecter mon espace. Je n'ai jamais eu cette autre chance de parler. 2 semaines plus tard, il est rentré de plein fouet dans un camion sur la chaussée mouillée près de Fontainebleau, alors qu'il rentrait d'un déplacement professionnel à Paris.
Je me suis éloigné de la porte et je me suis laissé glisser contre le mur jusqu'à m'asseoir sur le sol froid du couloir. Le téléphone était déjà tombé de ma main et je ne me souvenais même pas quand c'était arrivé. Je suis resté là, la tête entre les mains, pleurant en silence. Ce n'était pas un pleur dramatique de ceux qui sortent en sanglots. C'était quelque chose de plus profond, une douleur qui commençait dans la poitrine et se répandait dans le reste du corps comme un poison lent. Combien de temps je suis resté comme ça, je ne saurais le dire. Ça aurait pu être des minutes ou des heures. Je sais seulement qu'à un moment donné, je me suis levé, j'ai essuyé mon visage avec la manche de ma chemise et j'ai tourné la clé dans la serrure. Ma main tremblait tellement que j'ai mis du temps à réussir à déverrouiller. Quand j'ai finalement ouvert la porte, le couloir était vide. Personne là. Juste le silence et la lumière jaunâtre de l'ampoule du plafond qui clignotait légèrement. J'ai regardé des deux côtés, vers l'escalier, vers l'ascenseur au fond. Rien. Aucun bruit de pas qui s'éloigne, aucune porte qui claque. C'était comme si personne n'avait jamais été là. Mais quand j'ai regardé en bas, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter de respirer pendant une seconde. Sur le sol en ciment du couloir, juste devant ma porte, il y avait des marques humides. Ce n'étaient pas des empreintes définies, mais des taches irrégulières, comme si quelqu'un était resté debout là pendant longtemps avec des chaussures mouillées. Il avait plu plus tôt dans la soirée. Je me souvenais du bruit de l'eau frappant la fenêtre quand j'essayais encore de dormir. Je me suis accroupi, j'ai passé les doigts sur les marques. C'était vraiment humide. Ça pouvait être n'importe quoi. Un voisin rentrant tard chez lui, s'arrêtant pour chercher ses clés, laissant des marques au sol. L'immeuble est ancien, construit dans les années 50, dans le quartier de la Guillotière. Il y a 15 appartements. Des gens entrent et sortent tout le temps. Mais aucune de ces explications rationnelles ne pouvait effacer la sensation qui était collée à ma peau depuis que j'avais entendu cette voix au téléphone. Voltei para dentro do appartamento, tranqué a porta et fui diretto para o quarto. Je suis retourné à l'intérieur de l'appartement, j'ai verrouillé la porte et je suis allé directement dans la chambre. Je me suis allongé sur le lit, sans enlever mes vêtements, fixant le plafond, attendant que mon esprit recommence ce cycle infini de pensées qui me tenait éveillé toutes les nuits. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la première fois en 3 ans, depuis la mort de Théo, j'ai dormi. J'ai dormi profondément, sans me réveiller au milieu de la nuit, sans cauchemar, sans cette sensation de me noyer dans la culpabilité. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était déjà le matin. Le soleil entrait par la fenêtre et illuminait la chambre d'une lumière dorée qui semblait impossible après tant de nuits sombres. Je me suis levé confus, regardant l'horloge au mur. 8h15 du matin. J'avais dormi 6 heures d'affilée. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que c'était arrivé. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait du café avec la vieille cafetière italienne que ma femme Isabelle avait achetée lors d'un voyage à Rome. J'ai essayé de comprendre ce qui avait changé, mais je n'arrivais pas à trouver une réponse qui ait du sens. Est-ce que ça avait été juste un rêve, un épisode de somnambulisme mélangé à une hallucination? J'avais déjà entendu parler de gens qui, dans le deuil, vivent des expériences comme ça, le cerveau essayant de traiter la perte de façons étranges, créant des situations impossibles pour donner une sorte de clôture émotionnelle. Mais le souvenir de ces marques humides au sol me dérangeait. Les rêves ne laissent pas de traces physiques. J'ai passé les jours suivants à essayer de retourner à ma routine, mais c'était impossible de ne pas penser à cette nuit-là. Je travaillais comme analyste financier dans une entreprise de taille moyenne ici à Lyon, un emploi que j'occupais depuis 15 ans, ayant gravi les échelons jusqu'à devenir directeur adjoint du département des investissements européens. Un emploi qui me tenait assez occupé pour ne pas passer toute la journée à penser à Théo. Mais maintenant, chaque fois que le téléphone sonnait au bureau, installé au 4e étage d'un immeuble moderne du quartier de la Part-Dieu, je sursautais sur ma chaise. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir de l'immeuble, mon cœur s'accélérait. J'ai commencé à dormir avec la lumière du couloir allumée, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.
Mes collègues de travail ont remarqué que j'étais différent, plus distrait, plus absent pendant les réunions. Ma superviseure, Claire Dubois, une femme compétente dans la quarantaine avec qui j'avais toujours eu de bons rapports professionnels, est même venue me demander si tout allait bien, si j'avais besoin de quelques jours de congé. J'ai dit non, que j'étais juste fatigué. Mais la vérité était que j'étais terrifié à l'idée de passer une autre nuit seul dans cet appartement. Parce qu'au fond, une partie de moi voulait que ça se reproduise. Voulait entendre la voix de Théo encore une fois, même si c'était pour savoir que j'étais complètement fou. C'était le jeudi suivant, une semaine après la première fois, que c'est arrivé de nouveau. J'étais dans le salon, regardant les informations à la télévision, sans vraiment faire attention, quand j'ai entendu 3 coups à la porte. Ce n'étaient pas les 2 coups timides que faisait généralement Madame Mercier, ma voisine du dessus, qui venait parfois emprunter du sel ou du sucre. Ce n'était pas l'interphone, ce n'était pas le téléphone, c'était des coups directs sur la porte en bois, fermes mais pas agressifs. Tout mon corps s'est raidi sur le canapé usé qu'Isabelle et moi avions acheté chez Ikea il y a 10 ans. J'ai regardé l'horloge au mur, 11h30 du soir. Qui frapperait à ma porte à cette heure sans avoir sonné à l'interphone d'abord? Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la porte avec le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai mis mon œil à l'œilleton et, cette fois, j'ai vu le visage. C'était Théo. Il n'y avait aucun doute. Les cheveux châtains ébouriffés qu'il coiffait toujours, avec un peu trop de gel, les yeux sombres qu'il tenait de sa mère, les mêmes yeux noisettes qui me regardaient depuis les photos accrochées dans tout l'appartement, la petite cicatrice au sourcil gauche de quand il était tombé de vélo à 7 ans lors de vacances familiales à Annecy. Il regardait directement l'œilleton, comme s'il savait que j'étais là, et puis il a souri. Un petit sourire, presque triste, exactement le sourire qu'il faisait quand il voulait s'excuser pour quelque chose. Et il a dit encore « Papa, ouvre la porte ». Ma main est allée jusqu'à la poignée sans que je puisse contrôler. Mais avant que je tourne, quelque chose en moi a hurlé de m'arrêter. Était-ce la peur, l'autopréservation? Ou était-ce la partie rationnelle de mon esprit qui réussissait enfin à s'imposer, me rappelant que mon fils était mort et que ce qui était de l'autre côté de cette porte ne pouvait pas être lui? Je me suis souvenu de l'enterrement, du cimetière de Loyasse sous une pluie battante, du notaire, Maître Fontaine, qui m'avait lu le testament quelques semaines plus tard dans son étude sombre de la rue de la République. De toutes ces preuves concrètes et irréfutables que Théo n'était plus là. Je suis resté là, la main sur la poignée, suant froid, tremblant, pendant que les coups recommençaient. 3 coups, pause, 3 coups, pause, 3 coups, et puis le silence. J'ai attendu 5 minutes complètes avant de regarder de nouveau par l'œilleton. Le couloir était vide. J'ai ouvert la porte. J'ai regardé de tous les côtés. Rien. Mais cette fois, il n'y avait pas de marques au sol. Il n'y avait aucune preuve physique que quelqu'un avait été là. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et je me suis assis sur le canapé, essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Est-ce que je faisais une dépression nerveuse? Est-ce que le deuil m'avait finalement emmené au-delà du point où je pouvais distinguer la réalité de l'illusion? J'ai décidé que je devais parler à quelqu'un. Je ne pouvais pas continuer à garder ça pour moi, parce que ça commençait à affecter ma santé mentale de façon inquiétante. J'ai appelé ma sœur, Béatrice, qui habite à Chambéry avec son mari et leurs 2 enfants. Elle a toujours été la personne la plus sensée de la famille, celle qui gardait les pieds sur terre même quand tout autour s'effondrait. Quand nos parents sont morts dans un accident de voiture il y a 15 ans, c'est elle qui avait organisé les funérailles, géré la succession, soutenu tout le monde. Je lui ai tout raconté. L'appel, la voix, les coups à la porte, la vision de Théo à travers l'œilleton. Elle m'a écouté en silence, sans m'interrompre, et quand j'ai fini, elle est restée quelques secondes sans rien dire. Je pouvais entendre sa respiration au téléphone, un peu hésitante. Quand elle a finalement parlé, sa voix était calme, mais inquiète. « Richard, tu dois chercher de l'aide. Ce n'est pas normal. Tu traverses un deuil compliqué,
et ton cerveau essaie de traiter tout ça d'une façon très intense. Tu dois parler à un psychologue, peut-être même un psychiatre. Ce n'est pas une honte, c'est juste prendre soin de ta santé mentale. Tu te souviens quand Isabelle est morte? Tu as refusé toute aide, et regarde où ça t'a mené. Ne refais pas la même erreur. Je savais qu'elle avait raison. Je savais que ce que je vivais n'avait pas de sens, d'un point de vue rationnel. Mais il y avait quelque chose en moi, une sensation viscérale, qui disait que ce n'était pas juste dans ma tête. J'ai pris rendez-vous avec une psychologue recommandée par un collègue de travail qui avait lui-même traversé une période difficile après son divorce. Docteur Hélène Marchand, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux gris coupés courts et des lunettes à monture rouge, avec un cabinet confortable dans une clinique du quartier de la Presqu'île, pas loin de la place Bellecour. Lors de la première séance, un mardi après-midi pluvieux, j'ai tout raconté de nouveau depuis le début. Elle m'a écouté attentivement, assise dans un fauteuil en cuir marron, prenant des notes dans un carnet, sans me juger, sans montrer de scepticisme ou d'incrédulité. Son bureau était chaleureux, avec des étagères remplies de livres, des plantes vertes dans les coins, une lumière douce qui créait une atmosphère apaisante. Quand j'ai terminé, elle a croisé les mains sur le bureau et a dit « Richard, ce que vous vivez est plus courant qu'on ne l'imagine. Les expériences de deuil compliquées peuvent se manifester de plusieurs façons, y compris des hallucinations auditives et visuelles. Votre cerveau essaie de gérer une perte traumatique et une culpabilité profonde liée à la dernière interaction que vous avez eue avec votre fils. C'est naturel que cela se manifeste de façon qui semble réelle, mais qui sont en fait des projections de votre esprit essayant de trouver une sorte de résolution. Dans la littérature psychiatrique, on appelle ça des expériences de présence post-mortem. Environ 40% des personnes en deuil les vivent à un moment ou un autre. Ces mots avaient du sens. Je voulais y croire. Mais quand je suis sorti de cette séance et que je suis rentré chez moi en tramway, traversant les rues grises de Lyon sous un ciel bas, la sensation que quelque chose n'allait pas restait collée à moi comme une seconde peau. Les semaines suivantes ont été des montagnes russes émotionnelles. J'ai commencé à prendre les médicaments que le psychiatre associé à la docteur Marchand, le docteur Vincent Leroux, m'avait prescrit lors d'une consultation complémentaire. Un antidépresseur léger, de la sertraline, et quelque chose pour m'aider à dormir, du zolpidem à prendre seulement en cas d'insomnie sévère. Les séances de thérapie ont continué, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi, et lentement, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Je n'ai plus entendu la voix de Théo. Je n'ai plus vu sa silhouette à travers l'œilleton. La vie a retrouvé une apparence de normalité, cette normalité grise et lourde qui était ma réalité depuis sa mort. Je continuais à me lever le matin, à prendre le tramway T1 jusqu'au bureau, à analyser des tableaux Excel remplis de chiffres qui ne voulaient plus rien dire, à rentrer le soir dans un appartement silencieux où personne ne m'attendait. J'ai recommencé à mieux dormir, bien que jamais aussi profondément que cette première nuit après l'appel. J'ai recommencé à me concentrer au travail, à répondre aux emails de clients inquiets de la volatilité des marchés, à participer aux réunions sans avoir l'air d'un zombie. Ma sœur appelait chaque semaine, généralement le dimanche matin, pour savoir comment j'allais, et je disais toujours que j'allais mieux, que la thérapie m'aidait, et c'était vrai, en partie. Mais il y avait une partie de moi qui regrettait ces nuits, aussi effrayantes qu'elles aient été. Parce que pendant quelques instants, Théo était revenu, et j'avais eu la chance de le revoir, même si ce n'était qu'une illusion créée par mon cerveau en souffrance. Mais alors, un vendredi soir de février, 3 mois après le premier appel, alors que Lyon était couverte d'une fine couche de neige rare pour la ville, tout a changé de nouveau. J'étais au supermarché Carrefour, près de chez moi, faisant les courses de la semaine, poussant mécaniquement mon caddie dans les allées fluorescentes, quand j'ai reçu un message sur mon portable. C'était d'un numéro inconnu qui ne correspondait à aucun format français que je connaissais.
J'ai ouvert le message et j'ai failli laisser tomber le téléphone là, au milieu du rayon des pâtes, entre les paquets de coquillettes et de fusillis. Le message disait simplement « Papa, s'il te plaît », rien de plus, juste ces 3 mots. Je suis resté là, avec le caddie dans la main, regardant l'écran du portable, sentant le monde tourner autour de moi. Une vieille dame m'a bousculé en passant, marmonnant quelque chose sur les gens qui bloquent le passage, mais je l'ai à peine remarqué. Ce n'était pas la même chose que les appels et les coups à la porte. C'était différent. C'était un message texte, quelque chose de tangible, quelque chose qui pouvait être tracé, quelque chose qui laissait une preuve numérique. J'ai immédiatement appelé le numéro, mais ça tombait directement sur une messagerie vocale en anglais, sans identification. J'ai réessayé, même chose. J'ai abandonné le caddie au milieu du supermarché, laissant mes courses inachevées, le fromage et le jambon que je venais de prendre, et j'ai couru à la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état presque automatique, les mains serrées sur le volant de ma vieille Peugeot 308, l'esprit partant dans 1000 directions différentes. Quand je suis arrivé à l'immeuble, j'ai monté les escaliers en courant, sans attendre l'ascenseur qui tombait constamment en panne, et j'ai déverrouillé la porte avec tellement de précipitation que j'ai failli laisser tomber les clés sur le paillasson. Je suis entré dans l'appartement et je me suis arrêté au milieu du salon, essoufflé, essayant de réfléchir. Le message était encore là, sur l'écran de mon portable. « Papa, s'il te plaît, qu'est-ce que Théo demandait? Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse ?» Je me suis assis sur le canapé et pour la première fois, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai répondu. J'ai tapé avec des doigts tremblants « Théo, si c'est toi, dis-moi ce dont tu as besoin. Papa est là. Je t'écoute. Pardon pour tout. » Et j'ai envoyé. Je suis resté à regarder l'écran, attendant les 3 petits points qui indiquent que quelqu'un est en train d'écrire. Mais rien ne s'est passé. J'ai attendu 5 minutes, fixant l'écran comme un fou. 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Rien. Le silence numérique était assourdissant. J'ai jeté le portable sur le canapé et je me suis levé, marchant de long en large dans le salon, essayant de contrôler la frustration et la confusion qui montaient en moi comme une marée. Est-ce que j'avais finalement franchi la ligne de la sanité ? Est-ce que j'étais tellement désespéré d'avoir un contact avec mon fils que je créais des situations où je pouvais interagir avec une version fantôme de lui ? J'ai repris le téléphone et j'ai appelé Béatrice. Elle a répondu à la 3e sonnerie, déjà inquiète rien qu'au ton de ma voix qu'elle connaissait si bien. « Béa, c'est arrivé de nouveau, mais cette fois c'était différent. » J'ai reçu un message texte sur mon portable. Elle a soupiré de l'autre côté de la ligne, un long soupir chargé d'inquiétude. « Richard, tu dois montrer ça à ta psychologue. Ça devient vraiment sérieux. Tu veux que je vienne ? Je peux être là demain matin. » J'ai pris un rendez-vous d'urgence avec la docteure Marchand le lendemain, un samedi matin où elle avait accepté exceptionnellement de me recevoir en dehors de ses horaires habituels. J'ai montré le message. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé, ma voix se brisant par moments. Elle a regardé le portable avec une expression sérieuse, ajustant ses lunettes rouges, et a dit « Richard, avez-vous essayé de découvrir à qui appartient ce numéro ? Contacter l'opérateur, faire une recherche en ligne, il existe des annuaires inversés sur Internet. » Je n'y avais pas pensé. J'étais tellement convaincu que c'était quelque chose de surnaturel, une manifestation inexplicable de Théo depuis l'au-delà, que l'idée de traiter ça comme une situation normale, avec des explications rationnelles, ne m'était pas venue à l'esprit. Elle m'a aidé à faire une recherche rapide sur son ordinateur. Le numéro n'était enregistré nulle part, ni dans les pages blanches, ni dans les bases de données publiques. On a réessayé d'appeler ensemble, et cette fois, à ma surprise, quelqu'un a décroché. Mais ce n'était pas Théo. C'était une voix féminine, jeune, avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier, confuse. « Allô ? Qui est-ce » Je me suis figé, incapable de parler pendant quelques secondes. « À qui est-ce que je parle ?» J'ai finalement demandé,
ma voix à peine audible. « Vous m'avez envoyé un message hier soir. » La femme de l'autre côté de la ligne semblait encore plus confuse. « Je n'ai envoyé de message à personne, monsieur. C'est un nouveau portable. Je l'ai acheté hier après-midi chez Orange. Vous devez faire erreur. Peut-être que l'ancien propriétaire du numéro... » Et elle a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis resté à regarder la docteure Marchand, complètement perdu, sentant mes derniers espoirs s'effondrer. Alors c'était juste une coïncidence ? Quelqu'un a tapé le mauvais numéro et, par hasard, a envoyé un message qui ressemblait exactement à quelque chose que mon fils aurait pu dire ? Elle a hoché la tête lentement, enlevant ses lunettes pour les nettoyer avec un petit chiffon. Il semblerait, oui. Parfois, Richard, l'univers conspire de façons étranges. Ou peut-être que votre cerveau, dans son état de vulnérabilité, a interprété ce message générique d'une façon qui s'inscrivait dans le récit que vous vivez. Le cerveau humain est extraordinairement doué pour trouver des schémas et des significations, même là où il n'y en a pas. Mais je n'arrivais pas à accepter cette explication. Ça semblait trop simple, trop commode, trop rationnel pour quelque chose qui me semblait si profondément irrationnel et personnel. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, en me sentant plus confus que jamais, marchant dans les rues de Lyon sans vraiment voir où j'allais, les mains dans les poches de mon manteau, le col relevé contre le froid de février. Je me suis assis sur le canapé, regardant le portable posé sur la table basse, attendant qu'un autre message arrive. Mais rien ne s'est passé. La nuit est tombée progressivement, et je suis resté là, dans l'obscurité du salon, avec juste la lumière du lampadaire de la rue, entrant par la fenêtre, projetant des ombres étranges sur les murs. Et c'est à ce moment-là, dans cette quiétude absolue, où je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine et le bruit lointain de la circulation sur le quai, qu'un souvenir a refait surface. Quelque chose que j'avais oublié ou peut-être refoulé volontairement parce que c'était trop douloureux. Dans la dernière conversation que j'avais eue avec Théo, avant cette dispute finale qui hante encore mes nuits, il m'avait parlé d'un projet qu'il développait pour son entreprise. Il était ingénieur informatique, spécialisé en intelligence artificielle et automatisation. Il travaillait pour une start-up prometteuse dans le secteur de la tech à Paris. Il m'avait parlé, avec cet enthousiasme qui le caractérisait quand il parlait de programmation, d'une application qu'il créait, quelque chose qui envoyait des messages automatiques à des personnes aimées à des moments spécifiques, comme une façon de maintenir des connexions même quand la vie était chargée et qu'on n'avait pas le temps d'appeler. Il avait dit, en plaisantant avec ce sourire en coin qu'il faisait quand il avait une idée qu'il trouvait géniale. « Imagine, papa, si je programmais ça pour t'envoyer des messages dans le futur, genre une capsule temporelle. Ce serait cool, non? Tu recevrais des messages de moi pendant des années, comme si j'étais toujours là. » J'avais ri à l'époque, pensant que c'était juste une de ces idées folles, une de ces choses qu'il disait, mais ne ferait jamais vraiment. Mais et s'il avait vraiment fait ça? Et si, avant de mourir, sans savoir qu'il allait mourir, il avait programmé quelque chose pour m'envoyer des messages? La pensée était absurde, mais en même temps, elle avait du sens d'une façon tordue et douloureuse. Théo était parfaitement capable de créer quelque chose comme ça. Il était brillant avec la technologie, toujours en train de bidouiller des codes et des serveurs que je ne comprenais pas, parlant de Python et de JavaScript et d'API, comme si c'était une langue étrangère fascinante. Mais comment pouvais-je vérifier ça? Il n'avait laissé aucun ordinateur derrière lui. Son MacBook Pro avait été détruit dans l'accident, retrouvé dans les débris de la voiture, l'écran brisé en 1000 morceaux. Tout ce qui avait de la valeur technologique dans son appartement parisien avait été vendu ou donné après sa mort, quand j'avais dû vider son studio du Marais en quelques semaines douloureuses. Son ex-petite amie, Marine Dufour, une jeune architecte qu'il avait fréquentée pendant 2 ans, avant qu'ils ne se séparent à l'amiable, 6 mois avant sa mort, avait gardé quelques affaires, mais quand j'avais parlé avec elle aux funérailles, sous son parapluie noir, alors que la pluie ne cessait de tomber,
Elle avait dit qu'elle n'avait rien gardé de professionnel, juste quelques photos et souvenirs personnels, un pull qu'il avait laissé chez elle, un livre qu'il lui avait offert. J'ai décidé d'essayer une dernière chose, même si ça semblait fou. J'ai appelé le meilleur ami de Théo, David Rousseau, qui était aussi ingénieur informatique et travaillait avec lui dans la même start-up parisienne, une boîte appelée Technova, spécialisée dans l'automatisation des processus d'entreprise. J'ai tout expliqué, essayant de ne pas avoir l'air complètement fou, même si je sentais que ma voix tremblait et que mes mots se bousculaient. David m'a écouté en silence, sans m'interrompre, et après un long moment où je n'entendais que sa respiration au téléphone, il a dit « Oncle Richard, Théo ne m'a jamais parlé de rien de ce genre. Mais vous savez comment il était, il avait plusieurs projets personnels qu'il ne partageait avec personne, même pas avec moi, qui était son meilleur ami. Il aimait garder ses petits secrets, ses petites surprises. C'est possible qu'il ait fait ça. Je vais voir si je peux accéder à une ancienne sauvegarde du serveur de l'entreprise, voir s'il y a quelque chose là. Ça peut prendre quelques jours, mais je vais creuser. » J'ai remercié avec une gratitude qui m'a surpris moi-même et raccroché, ressentant un mélange étrange d'espoir et de désespoir, comme si je marchais sur une corde raide au-dessus d'un gouffre. David m'a rappelé 3 jours plus tard, un mardi soir alors que je rentrais du travail, épuisé par une journée de réunion interminable. Sa voix était différente, plus basse, presque révérencieuse, comme s'il avait découvert quelque chose de sacré. « Oncle Richard, j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais il y a un script qui tourne sur un serveur obscur que Théo maintenait. Un serveur personnel qu'il payait de sa poche, pas celui de l'entreprise. C'est un programme d'envoi automatisé de messages. Il y a une liste de numéros et de dates spécifiques. Votre numéro est là-dedans, le premier de la liste en fait. Le premier message était programmé pour il y a 3 mois exactement, et le deuxième pour le soir où vous l'avez reçu. Il y en a 4 autres programmés pour les 2 prochaines années. Un tous les 6 mois environ. J'ai senti mon cœur s'arrêter pendant une seconde, puis repartir en battant à toute vitesse. J'ai dû m'asseoir sur un banc dans la rue parce que mes jambes ne me portaient plus. « Qu'est-ce que disent les messages ?» J'ai demandé, pouvant à peine respirer, ma voix à peine un murmure. David a hésité avant de répondre, et j'ai entendu le cliquetis d'un clavier à l'autre bout de la ligne. Je ne peux pas voir le contenu exact sans casser le cryptage, et ça prendrait du temps et des compétences que je n'ai pas vraiment. Théo utilisait un niveau de cryptage militaire pour ça, je ne sais pas pourquoi. Mais je peux voir les métadonnées. Le premier message a été envoyé depuis un numéro temporaire qui n'existe plus. Le deuxième aussi. Les prochains vont suivre le même schéma. Des numéros virtuels qui s'auto-détruisent après l'envoi. C'est vraiment sophistiqué comme système. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis là, sur ce banc froid dans une rue de Lyon, dans le silence de la nuit tombante, essayant de traiter ce que je venais de découvrir. Théo avait vraiment fait ça. Avant de mourir, sans savoir qu'il allait mourir, il avait créé un système pour m'envoyer des messages d'outre-tombe. Ce n'était rien de surnaturel. C'était de la technologie. C'était son amour traduit en lignes de code. C'était sa façon de continuer à être présent même après être parti. Mais alors, comment expliquer les autres choses? Les coups à la porte, la vision de lui à travers l'œilleton, l'appel téléphonique initial? David n'avait rien trouvé lié à des appels vocaux ou n'importe quel autre type de contact, juste des messages texte programmés. Est-ce que le reste avait vraiment été dans ma tête? Mon cerveau, dans sa détresse, comblant les vides, créant un récit cohérent où mon fils essayait de communiquer avec moi parce que je me sentais trop coupable pour le laisser partir. J'ai passé les semaines suivantes en thérapie intensive, des sessions prolongées avec la docteure Marchand, 3 fois par semaine maintenant au lieu de 2, travaillant sur ces questions existentielles qui me rongeaient de l'intérieur. Elle m'a aidé à comprendre que le deuil n'est pas linéaire, que ce n'est pas un processus qui suit des étapes bien définies, comme on le lit dans les livres de psychologie populaire. Que l'esprit humain est capable de choses extraordinaires quand il essaye de gérer un traumatisme aussi profond que la perte d'un enfant.
Que les messages programmés de Théo, cette découverte tangible de son amour transcendant la mort, avaient pu servir de déclencheur pour une série d'expériences que mon cerveau avait créées comme façon de traiter la perte, de donner un sens à l'insensé. C'était une explication qui avait du sens d'un point de vue clinique, mais elle n'éliminait pas complètement le doute qui persistait dans un coin de mon esprit. Le jour du 3e message programmé est arrivé. David m'avait prévenu que ce serait le mardi suivant, vers 2 heures de l'après-midi, selon les métadonnées qu'il avait pu extraire. J'ai pris ma journée, prétextant un rendez-vous médical important auprès de Claire qui n'a pas posé de questions, voyant probablement sur mon visage que j'avais besoin de ce temps. J'ai passé toute la journée nerveux, incapable de faire quoi que ce soit de productif, tournant en rond dans l'appartement, regardant l'horloge toutes les 5 minutes. Quand le téléphone a finalement émis un bip avec la notification du message, exactement à 14h03, j'étais dans le salon, assis sur le canapé, le portable déjà dans ma main, regardant l'écran comme si ma vie en dépendait. J'ai ouvert le message avec les mains tremblantes, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Le message disait « Papa, je te pardonne, et j'espère que tu te pardonneras aussi. Tu as toujours fait de ton mieux, et c'était plus que suffisant. Je t'aime. » Je me suis effondré en larmes là même, des larmes que je n'avais pas versées depuis l'enterrement, des larmes qui venaient d'un endroit si profond en moi que je ne savais même pas qu'il existait. Parce que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'était la permission que je cherchais depuis 3 ans, la libération de la culpabilité que je portais comme un fardeau de plomb depuis cette dernière dispute horrible où je l'avais rejetée. Peu importait si c'était Théo parlant de l'au-delà, à travers quelques moyens mystiques ou juste un programme qu'il avait écrit avant de mourir dans un moment de prévoyance technologique. L'effet était exactement le même. Il me donnait la chance d'aller de l'avant, de lâcher prise, de vivre de nouveau sans le poids écrasant, paralysant, d'avoir renvoyé mon fils la dernière fois que je l'avais vu vivant. Dans les mois qui ont suivi, les messages ont continué à arriver, chacun à des moments spécifiques qui semblaient choisis avec un soin infini, comme si Théo avait réfléchi pendant des heures à quel serait le moment parfait. Un le jour de mon anniversaire, mes 52 ans que j'avais voulu ignorer complètement. Un autre le jour anniversaire de sa mort, cette date horrible du 15 octobre que je redoutais chaque année. Un à Noël, alors que je passais les fêtes seul dans l'appartement silencieux, regardant des rediffusions stupides à la télévision. Chaque message était court, simple, mais chargé d'un sens qui me bouleversait à chaque fois. « Papa, tu te souviens de cette fois où on est allé pêcher dans le lac d'Annecy quand j'avais 10 ans? C'était un de mes jours préférés. Je pense encore à ce coucher de soleil qu'on avait regardé ensemble. Papa, tu manges correctement? Maman serait en colère si elle savait que tu te nourris mal. Va chez le traiteur de la rue, celui qui fait les bons plats cuisinés. Papa, je suis fier de toi. Tu as survécu à la pire chose qui peut arriver à un parent, et tu es toujours là, toujours debout. Continue. » Chaque message me faisait pleurer, mais me faisait aussi sourire à travers les larmes. Théo avait pensé à tout. Il avait anticipé ma douleur, ma solitude, mon besoin désespéré de sentir qu'il était encore présent d'une certaine façon. Et même si ce n'était qu'un code tournant sur un serveur distant quelque part dans un data center anonyme, c'était réel pour moi. C'était son amour se manifestant de la seule façon qu'il pouvait encore, transcendant la mort à travers la technologie qu'il maîtrisait si bien. La docteure Marchand m'a aidé à comprendre, à travers de longues conversations dans son bureau chaleureux, qu'accepter cette forme de connexion ne signifiait pas que je niais la réalité de la mort de Théo. Au contraire, ça signifiait que je trouvais une façon saine, constructive, de garder sa mémoire vivante tout en continuant ma propre vie, en avançant dans mon propre chemin. J'ai commencé à mieux dormir, les médicaments aidant, mais aussi simplement le fait d'avoir trouvé une forme de paix. J'ai recommencé à me nourrir correctement, suivant même le conseil de Théo sur le traiteur de la rue Saint-Jean.
J'ai repris des passe-temps que j'avais abandonnés depuis la mort d'Isabelle, puis celle de Théo. J'ai recommencé à lire des romans policiers français que j'adorais avant, Fred Vargas et Maxime Chatham. J'ai même recommencé à sortir avec des amis du travail, acceptant leurs invitations à déjeuner ou à prendre un verre après le bureau, quelque chose que je refusais systématiquement depuis l'accident. La vie n'est pas redevenue comme avant, elle ne le serait jamais, et je l'avais acceptée. Mais elle a trouvé un nouvel équilibre, un nouveau rythme, une nouvelle normalité qui n'était pas parfaite, mais qui était vivable. Et j'ai appris à vivre avec l'absence de Théo d'une façon qui ne me consumait plus de l'intérieur, qui ne me détruisait plus cellule par cellule. Quant aux autres expériences, les coups à la porte cette nuit-là, la vision claire de son visage à travers l'œilleton, l'appel téléphonique initial avec sa voix si reconnaissable, je n'ai jamais eu d'explication définitive et satisfaisante. La docteure Marchand croyait fermement, avec toute la conviction de sa formation scientifique, que c'était des hallucinations liées au deuil compliqué, des manifestations de mon psychisme en détresse. Ma sœur Béatrice était d'accord avec cette interprétation rationnelle, me rappelant que le cerveau humain est capable de choses incroyables sous stress. David suggérait, avec la prudence de quelqu'un qui connaît les limites de la technologie, que peut-être Théo avait programmé plus de choses, au-delà des messages textes, des systèmes plus complexes qu'on n'arrivait pas à retracer, cachés dans des couches de code que même lui ne pouvait pas déchiffrer. Mais moi, au fond de mon cœur, je ne sais pas, et j'ai appris douloureusement mais complètement, que ne pas savoir vivre avec l'incertitude, c'est non seulement acceptable, mais peut-être même nécessaire. Parce que la vérité profonde que j'ai découverte, c'est que cette nuit où j'ai ouvert la porte et trouvé le couloir vide, quelque chose a fondamentalement changé en moi. Pour la première fois en 3 longues années depuis la mort de Théo, j'ai réussi à dormir profondément, paisiblement. J'ai réussi à vraiment me reposer, pas juste fermer les yeux en attendant que le matin arrive. Et que ce soit l'esprit de Théo qui m'a rendu visite, depuis un au-delà mystérieux, ou juste mon cerveau trouvant enfin une façon de guérir, de se réparer, le résultat a été exactement le même. J'ai trouvé la paix, ou du moins un chemin vers la paix. Aujourd'hui, 2 ans après le dernier message programmé qui est arrivé avec une ponctualité presque cruelle, je vis toujours dans le même appartement de la Guillotière, dans ce quartier multiculturel de Lyon que j'ai appris à aimer malgré tout. Je travaille toujours au même emploi, bien que j'ai été promu directeur du département après le départ à la retraite de mon ancien supérieur. Je visite toujours la tombe de Théo, au cimetière de Loyasse, chaque mois, généralement le 15, apportant des tournesols qui étaient ses fleurs préférées, et lui parlant comme s'il était là, lui racontant ma vie, mes projets, mes petites victoires et mes défaites. Mais maintenant je le fais sans culpabilité déchirante, sans regret paralysant. Je le fais comme une façon d'honorer sa mémoire, de célébrer qui il était, pas comme une façon de me punir éternellement de ne pas avoir été le père parfait que j'aurais voulu être. J'ai appris, à travers la douleur et la thérapie et les messages de Théo, qu'être père ne signifie pas ne jamais faire d'erreur. Ça signifie faire de son mieux avec les outils qu'on a, avec les connaissances qu'on possède, et quand on se trompe, avoir le courage d'apprendre et d'aller de l'avant plutôt que de se pétrifier dans la culpabilité. Théo avait compris ça. Il m'a pardonné, avant même que je puisse commencer à me pardonner moi-même. Et ça a été la plus grande leçon qu'il m'a enseignée, même après être parti, même à travers des lignes de code écrites dans un moment de prévoyance ou d'intuition. Parfois, dans des moments de faiblesse ou de nostalgie particulièrement forte, je regarde encore le portable en attendant un autre message, sachant rationnellement qu'il ne viendra pas, mais espérant quand même irrationnellement. Je sais qu'il ne viendra pas. David me l'a confirmé après avoir finalement réussi à accéder au script complet. Le programme s'est terminé il y a 2 ans, le dernier message envoyé exactement comme prévu, et puis plus rien, le serveur se mettant en veille automatique. Mais la sensation de connexion demeure, forte et réelle, parce que j'ai compris quelque chose de fondamental.
L'amour n'a pas besoin de technologie pour exister, pour persister. Il n'a pas besoin de messages programmés, ou d'appels fantômes, ou de coups mystérieux à la porte au milieu de la nuit. L'amour existe simplement dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans la façon dont nous choisissons de vivre nos vies en honorant ceux que nous avons perdus. Et tant que je serai vivant, portant les souvenirs de Théo comme un trésor précieux, lui aussi sera vivant d'une certaine façon. Pas de la façon que j'aurais voulu, pas de la façon que j'avais imaginée ou planifiée dans mes rêves de père, mais d'une façon qui est réelle et vraie et finalement suffisante. J'ai commencé à participer à un groupe de soutien pour parents ayant perdu des enfants, un groupe qui se réunit tous les jeudis soirs dans une salle paroissiale près de la place Bellecour. C'était une suggestion insistante de la docteure Marchand, et au début j'ai résisté avec toute la force de mon être. L'idée de m'asseoir dans une salle avec des étrangers et de partager la douleur la plus profonde, la plus intime que j'ai jamais ressentie dans ma vie semblait non seulement impossible, mais presque obscène. Mais quand j'y suis finalement allé, poussé par Béatrice, qui avait menacé de venir elle-même me chercher, le premier jeudi de mars d'une année qui commençait à ressembler moins à un cauchemar, j'ai découvert quelque chose de profondément surprenant. Je n'étais pas seul dans ma douleur. Il y avait d'autres parents là, une dizaine de personnes assises en cercle sur des chaises inconfortables, chacun portant sa propre version du poids que je connaissais si intimement. Une mère, Françoise, qui avait perdu sa fille de 19 ans dans un accident de moto sur le périphérique de Lyon. Un père, Michel, dont le fils de 16 ans s'était suicidé après avoir été harcelé au lycée. Un couple, les Mercier, qui avait perdu des jumeaux de 3 ans dans un incendie domestique causé par un court-circuit. Chaque histoire était unique, déchirante à sa façon, mais la douleur sous-jacente était universelle, reconnaissable. Et pour la première fois depuis la mort de Théo, j'ai senti que je pouvais parler ouvertement, honnêtement, de ce que je ressentais sans crainte d'être jugé ou incompris ou pire, pitié de façon condescendante. C'est dans ce groupe, lors de ma 3e réunion, que j'ai rencontré Sophie Arnaud. Elle avait perdu son fils cadet, Lucas, il y a 5 ans, noyé pendant des vacances familiales à La Rochelle, emporté par un courant sournois alors que tout le monde pensait qu'il nageait en sécurité. On a discuté après la réunion, en prenant un café dans une boulangerie à côté qui restait ouverte tard, et on a découvert qu'on avait beaucoup en commun au-delà de la perte. Pas seulement le deuil impossible d'un enfant, mais la façon dont on le gérait, nos stratégies de survie. Le poids écrasant de la culpabilité irrationnelle mais inévitable. La sensation persistante qu'on aurait dû faire quelque chose de différent, même quand rationnellement on sait que ce n'est pas vrai. La difficulté presque insurmontable d'aller de l'avant quand une partie de nous voulait rester coincée éternellement dans ce moment de douleur parce que c'était la seule connexion, le seul lien qu'on avait encore avec nos enfants disparus. Sophie, une femme dans la quarantaine avec des cheveux blonds coupés au carré et des yeux bleus qui portaient la même tristesse que les miens, m'a raconté qu'elle aussi avait eu des expériences étranges, inexplicables, dans les premières années après la mort de Lucas. Elle voyait son visage dans les foules, dans les rues de Bordeaux où elle vivait, reconnaissant sa silhouette parmi des inconnus. Elle entendait son rire dans les lieux publics, se retournant brusquement pour ne trouver personne. Une fois, elle a juré, la main sur le cœur, avoir senti sa main touchant son épaule pendant qu'elle cuisinait dans sa cuisine, une sensation si réelle qu'elle s'était retournée en criant son nom. Je n'ai jamais su si c'était réel ou si c'était mon esprit qui me jouait des tours cruels, elle a dit ce soir-là, remuant son café machinalement, fixant la tasse comme si elle contenait des réponses. Mais à la fin, après des mois de thérapie et de questionnement, j'ai décidé que ça n'avait pas d'importance de savoir. Ce qui importait vraiment, c'est que ces expériences m'avaient aidé à traiter la perte d'une façon que rien d'autre n'aurait pu faire. Elles m'avaient donné le temps, l'espace émotionnel nécessaire pour accepter progressivement qu'il était parti et ne reviendrait jamais. Cette conversation a changé quelque chose de fondamental en moi.
à déplacer quelque chose qui était coincé depuis trop longtemps. J'ai réalisé que j'étais tellement obsédé par la recherche d'explications rationnelles, scientifiques, pour ce qui s'était passé ces nuits étranges, que je perdais de vue le véritable but, la vraie fonction de ces expériences dans mon processus de guérison. Elle m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin au moment précis où j'en avais le plus désespérément besoin. Un sentiment profond de connexion avec Théo, une chance inattendue de dire au revoir d'une façon que je n'avais pas eue à l'hôpital où il était mort avant mon arrivée. Une opportunité rare et précieuse de pardonner et d'être pardonné, de clore ce qui était resté ouvert et infecté. Et peut-être que, dans le grand schéma cosmique des choses, l'origine exacte de ces expériences, qu'elles soient surnaturelles ou neurologiques, était moins importante que l'impact profond et durable qu'elles avaient eu sur ma capacité à continuer de vivre. J'ai commencé à fréquenter le groupe régulièrement, ne manquant jamais un jeudi soir, et Sophie et moi sommes devenus des amis proches, puis des confidents. Ce n'était pas de la romance, du moins pas au début, pas dans les premiers mois. C'était juste deux personnes blessées, marquées à vie, qui comprenaient la douleur l'une de l'autre d'une façon que personne d'autre, même avec la meilleure volonté du monde, ne pouvait vraiment comprendre. On a commencé à se voir en dehors des réunions du groupe, des promenades dans le parc de la Tête d'Or, marchant en silence parfois, ou parlant de tout et de rien. Des déjeuners le dimanche dans de petits restaurants que ni l'un ni l'autre n'aurions fréquentés seuls. Des visites aux tombes de nos fils, parfois ensemble pour se soutenir mutuellement, parfois séparément quand l'un de nous avait besoin d'intimité. Elle m'a présenté son fils aîné, Philippe, un jeune homme de 23 ans, intelligent et sensible, qui essayait courageusement de reconstruire sa vie après avoir perdu son frère cadet adoré. Je lui ai parlé de ma sœur Béatrice, de David, qui continuait à veiller sur les projets numériques de Théo comme un gardien fidèle, des messages programmés qui avaient changé ma vie. Sophie n'a pas trouvé ça étrange ou fou. Elle a simplement dit « C'est beau, c'est l'amour qui trouve un chemin ». Un jour de printemps, presque un an après notre rencontre dans ce groupe de soutien qui nous avait tous les deux sauvés d'une certaine façon, Sophie m'a posé une question que personne d'autre n'avait jamais osé poser. On était assis sur un banc au bord du lac dans le parc de la Tête d'Or, observant les cygnes glisser gracieusement sur l'eau, des familles heureuses tout autour de nous, quand elle s'est tournée vers moi et a dit, avec cette douceur qui la caractérisait, « Richard, tu as déjà pensé que peut-être Théo a programmé ces messages, pas seulement pour toi, pour ton bien-être, mais pour lui-même aussi ?» Genre une façon de s'assurer que, même après être parti, même après sa mort qui pouvait arriver n'importe quand, à n'importe qui, il continuerait à prendre soin de toi, à être ton fils? La question m'a pris complètement par surprise, m'a frappé avec une force inattendue. Je n'avais jamais pensé sous cet angle-là. J'avais toujours automatiquement supposé que les messages étaient à propos de moi, de ma culpabilité dévorante, de mon processus de deuil laborieux. Mais et si c'était aussi, peut-être même principalement, à propos de Théo, de son amour inébranlable pour moi, de son désir profond, presque instinctif, d'être sûr que j'irais bien, que je survivrais, même sans lui? Je pense que oui. J'ai répondu lentement, après un long silence, sentant un nœud familier dans la gorge, des larmes chaudes montant à mes yeux. Je pense qu'il savait, peut-être pas consciemment mais d'une façon intuitive, que j'allais me blâmer pour notre dernière dispute, que j'allais rester coincé, paralysé dans ce dernier mauvais moment qu'on a eu, incapable d'avancer. Et il voulait me donner une sortie, un chemin, une façon d'aller de l'avant, sans sentir que je trahissais sa mémoire en continuant à vivre. Cette conversation a ouvert quelque chose en moi qui avait été fermé, verrouillé pendant trop longtemps. J'ai commencé à voir les messages de Théo, ce cadeau technologique posthume, non pas comme une hantise ou un rappel douloureux de ce que j'avais perdu, mais comme un cadeau extraordinaire. Un acte final d'amour inconditionnel d'un fils qui comprenait son père mieux que le père ne se comprenait lui-même.
qui avait anticipé sa douleur et avait trouvé un moyen, à travers la technologie qu'il maîtrisait si bien, de la soulager. Et avec cette nouvelle compréhension, cette perspective radicalement différente, est venue une nouvelle forme de paix. Pas l'absence complète de douleur, parce que la douleur de perdre un enfant ne disparaît jamais vraiment, jamais complètement, mais son acceptation. La compréhension profonde que la douleur faisait partie intégrante de l'amour et que tant que j'aimerais Théo de tout mon cœur, une partie de moi ressentirait toujours son absence comme une amputation invisible. Mais c'était bien, c'était acceptable, parce que ça signifiait que notre relation avait été réelle, profonde, significative, que notre amour père-fils avait été authentique et que rien, absolument rien, pas même la mort, avec toute sa finalité brutale, ne pouvait effacer ça complètement. Sophie et moi avons commencé à sortir ensemble officiellement 6 mois après cette conversation révélatrice au parc, après des mois de danse hésitante autour de sentiments qui grandissaient malgré nous. Ce n'était pas prévu, pas planifié comme dans les romans. Ce n'était pas dramatique avec une grande déclaration. Ça s'est juste produit naturellement, organiquement, comme si c'était la chose la plus évidente et nécessaire au monde. Nos fils étaient morts, partis à jamais, mais nous étions encore vivants, respirant, notre cœur battant encore. Et nous méritions de vivre pleinement, pas juste survivre. Nous méritions des moments de bonheur authentique, de connexion humaine, d'espoir pour l'avenir. Au début, j'ai ressenti une culpabilité terrible, presque paralysante. Comme si être heureux avec une autre personne, rire de nouveau, désirer de nouveau, était une trahison impardonnable à la mémoire de Théo et d'Isabelle. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose que Théo m'avait dit, il y a des années, quand sa mère Isabelle était morte du cancer et que j'étais trop dévasté pour fonctionner normalement. Il avait 17 ans à l'époque. Presque encore un enfant, mais déjà si sage, et il m'avait pris les mains et dit avec une conviction qui m'avait étonné, « Papa, maman ne voudrait pas que tu arrêtes de vivre. Elle serait furieuse si elle te voyait comme ça. Elle voudrait que tu trouves une façon d'être heureux de nouveau, de continuer. Parce que c'est ça le véritable amour. Les gens qui nous aiment vraiment veulent qu'on soit heureux, qu'on vive pleinement, même quand eux ne sont plus là pour le voir. Pour en profiter avec nous. » Il avait raison alors, et il avait encore raison maintenant, sa sagesse résonnante à travers les années. J'ai déménagé dans un nouvel appartement l'année suivante, dans le quartier plus calme de la Croix-Rousse, avec ses rues pavées et ses traboules historiques. Pas parce que je voulais effacer Théo de ma vie, ou oublier nos souvenirs, mais parce que j'avais besoin d'un espace qui ne soit pas aussi saturé de souvenirs douloureux, où chaque coin ne me rappelait pas un moment de ma vie avec lui. Sophie m'a aidé avec le déménagement, et ensemble, on a transporté avec un soin infini toutes les photos dans leur cadre, tous les objets qui avaient appartenu à Théo et que je considérais comme sacrés, tous les petits morceaux tangibles de la vie qu'on avait construite ensemble pendant 25 ans. J'ai installé un coin spécial dans le nouvel appartement, presque comme un petit hôtel laïque, une étagère murale, avec des photos de lui à différents âges, depuis ce bébé joufflu que j'avais tenu dans mes bras la première fois, avec une terreur émerveillée, jusqu'à l'homme qu'il était devenu, intelligent et passionné et si vivant. J'y ai aussi placé certains de ses objets favoris. Le premier téléphone portable qu'il avait eu, un vieux Nokia indestructible. Le trophée en plastique doré qu'il avait reçu dans une compétition de programmation au lycée Ampère. La tasse à café délavée avec une blague de geek dessus qu'il utilisait religieusement tous les matins. Un livre de science-fiction écorné qu'il avait lu au moins 10 fois. C'était mon sanctuaire personnel, mon lieu de recueillement, un endroit sacré où je pouvais aller quand je ressentais particulièrement son absence, quand j'avais besoin de me connecter avec lui d'une façon tangible, de sentir sa présence d'une façon ou d'une autre. Les messages programmés se sont définitivement terminés, le dernier arrivé, avec une ponctualité presque cruelle, exactement quand David avait prédit. Mais j'ai découvert d'autres façons, plus actives et créatives, de garder Théo vivant dans mon cœur et dans le monde.
J'ai commencé à écrire sur lui, à coucher sur le papier tous ces souvenirs qui risquaient de s'estomper avec le temps. Rien de complexe ou de prétentieusement littéraire, juste des souvenirs simples mais précieux, des anecdotes qui capturaient qui il était vraiment. Cette fois mémorable, où on était allé camper dans le Vercors, et où il avait eu terriblement peur du noir. Alors on avait passé toute la nuit à raconter des histoires sous les étoiles, inventant des constellations absurdes. Le jour extraordinaire où il avait obtenu son permis de conduire du premier coup, et était tellement excité, tellement fier, qu'il avait conduit pendant 3 heures sans destination précise, juste pour le plaisir immense d'être au volant, d'être libre. La première fois hilarante et stressante qu'il m'avait présenté une petite amie, cette Marine, qui deviendrait son grand amour, et il était tellement nerveux que sa main tremblait et qu'il avait renversé du vin rouge sur la nappe blanche immaculée qu'Isabelle avait sortie pour l'occasion. De petits moments insignifiants qui, mis ensemble comme des pièces de puzzle, formaient la mosaïque complexe et belle de qui il était, de qui il avait été. Sophie a commencé à faire exactement la même chose avec Lucas, écrivant dans un journal qu'elle gardait précieusement, et parfois on échangeait nos histoires, riant et pleurant en même temps, honorant nos fils de la seule façon qu'on pouvait maintenant qu'ils n'étaient plus là physiquement, à travers la mémoire vivante, à travers les mots qui les faisaient revivre. À travers l'amour qui n'était jamais vraiment mort, juste transformé. Et si vous me demandez maintenant, après tout ce temps, après tout ce chemin parcouru, si je crois vraiment que mon fils m'a rendu visite cette nuit-là, si je crois que c'était authentiquement, véritablement lui de l'autre côté de cette porte, je vous dirai l'absolue vérité sans faux semblant. Je ne sais pas. Et j'ai appris, douloureusement mais complètement, que ne pas savoir avec certitude, vivre dans cette zone grise d'incertitude, c'est non seulement acceptable, mais peut-être même nécessaire pour continuer à vivre. La vie n'est pas faite de certitudes absolutes et rassurantes. Elle est faite de moments fragiles, de connexions éphémères, de petits actes d'amour qui transcendent même la mort avec toute sa finalité. Et si mon fils a trouvé une façon, que ce soit à travers la technologie qu'il maîtrisait ou à travers quelque chose de plus mystérieux et inexplicable, de me dire que tout allait bien, que je pouvais et devais aller de l'avant sans culpabilité, qu'il m'aimait inconditionnellement et me pardonnait mes imperfections, alors c'est tout ce qui compte vraiment. Peu importe si c'était à travers des lignes de code soigneusement programmées, ou à travers quelque chose qui échappe complètement à la compréhension humaine rationnelle. Ce qui compte, la seule chose qui compte vraiment au final, c'est que ça a fonctionné, ça m'a sauvé, et je suis ici aujourd'hui, encore vivant, encore respirant l'air de ce monde, encore capable d'aimer et d'être aimé, essayant toujours d'être la meilleure version de moi-même que je peux être, pour moi-même d'abord, pour la mémoire sacrée de Théo, pour Sophie qui a choisi de partager sa vie avec moi, et pour tous ces moments précieux qui m'attendent encore dans l'avenir, des moments que je sais dans mon cœur que Théo voudrait que je vive pleinement, intensément, avec joie, avec gratitude, avec un amour qui ne meurt jamais vraiment. Je ne sais pas si j'ai entendu mon fils cette nuit-là, ou si mon corps brisé a finalement trouvé une façon de dire ce que ma bouche n'a jamais pu exprimer. Mais je sais avec une certitude absolue que d'une certaine manière mystérieuse et belle, j'ai pu dire au revoir. Et parfois, c'est exactement ça qui fait toute la différence entre survivre et vivre. C'est ça qui nous permet de continuer à vivre, non pas malgré la perte déchirante, mais avec elle, en l'intégrant à qui nous sommes, en portant nos morts non pas comme des fardeaux écrasants qui nous empêchent d'avancer, mais comme une partie précieuse de qui nous sommes devenus. Comme témoins irréfutables de l'amour que nous avons partagé, comme preuve vivante que, aussi brève et fragile soit-elle, la vie vaut absolument la peine d'être vécue pleinement. Et l'amour, le véritable amour inconditionnel, ne meurt jamais vraiment, jamais complètement. Il se transforme simplement, trouve de nouvelles formes, de nouveaux chemins, et continue, pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire de dépassement et de pardon, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père pour plus de récits émouvants comme celui-ci.
Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous qu'il est possible de maintenir une connexion avec ceux qui sont partis? De quelle ville nous regardez-vous? Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour se pardonner, pour lâcher prise de la culpabilité et aller de l'avant. L'amour que nous ressentons pour ceux que nous avons perdus ne meurt jamais, il se transforme simplement. La vraie famille est celle qui nous aime, même quand nous ne sommes plus physiquement présents. Un grand câlin et à la prochaine histoire.